Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle parole de diète. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet sensible, un sujet au cœur de l'actualité, le régime VG. Que tu sois omnivore, flexitarien, végétarien, végétalien, véganien, non je rigole, c'était pour la rime. On va voir tout de suite ce qui est le plus sain. Que ce soit pour des raisons écologiques, parce que mine de rien l'élevage de la viande, ça coûte à notre petite planète, que ce soit pour des raisons économiques, oui parce que la viande ça coûte un peu cher aussi quand même, hein, ou pour des raisons idéalistes par rapport à la souffrance animale, ou tout simplement par goût, parce qu'on a le droit de pas aimer ni la viande ni le poisson aussi, et bien les tendances végétariennes, flexitariennes, végétaliennes tendent à augmenter. Aujourd'hui, en 2020-2021, on estime que 2 à 3% de la population est végétarienne. Mais dis-moi Jamy, est-ce que c'est vraiment bon pour notre santé? L'alimentation végé est-elle vraiment plus saine? On s'attaque tout de suite à 3 mythes. On a probablement tous déjà été tentés d'acheter des produits, des aliments végétariens. Moi la première, style les steaks de soja, les galettes végétales, etc. Oui parce que d'une part, la tendance est à manger végétarien, mais qu'en plus le packaging est souvent très bien trouvé. Entre les noms style Nature et Vie, Le Bon Végétal, suffit que ce soit bio, est le combo gagnant d'un produit qui est soi-disant super healthy, with my very bad accent English of course. Voilà. Vous constaterez que j'ai un accent anglais vraiment naze, voilà, pourri, déplorable. Oui enfin bref. Du coup, tout ça, ça ne reste ni plus ni moins des aliments ultra transformés, avec pour beaucoup des listes d'ingrédients à rallonge, des conservateurs, des additifs, etc. Autrement dit, des produits qui sont pas trop healthy, ils sont pas trop santé. Je ne vais pas vous prendre la tête avec des chiffres, des études, etc. parce que franchement ce serait long, hein, mais on va voir ensemble ce que globalement on peut retenir. Premièrement, ce sont les végétaliens qui vont manger le plus d'aliments ultra transformés. Disons que sur le total des calories qu'ils vont manger par jour, 39,5% de ces calories sont apportées par les aliments ultra transformés. Donc les petites galettes végétales Erta, tout ça. C'est pas de la pub, c'est pas un placement de produit, c'est un exemple. Keep calm. En fait, c'est-à-dire que si on prend une personne qui par jour va manger 2000 kilocales, les produits ultra transformés vont représenter 790 kilocales. Pour visualiser un petit peu tout ça, 790 kilocales, c'est l'équivalent d'un menu Big Mac. Moyen le menu Big Mac, hein. Pas le super gros Big Mac avec les 70 centimes supplémentaires pour avoir le Big. Le moyen. Ou alors, c'est aussi l'équivalent d'un menu complet avec un steak, 200 g de pâtes fraîches, 200 g de légumes. Bon, les légumes, là, c'est plus pour équilibrer un peu tout ça, ça apporte pas vraiment de calories, hein. Une part de fromage et un fruit. Juste après, on a donc les végétaliens qui eux apportent environ 37% de calories venant des aliments ultra transformés par rapport à leur total de calories mangées sur la journée. Vous suivez? Et en dernier, ce sont donc les omnivores qui mangent le moins d'aliments ultra transformés, donc ceux qui mangent de tout. Ah oui, non, pas qui mangent de tout, mais pas des hommes. Hein, ça s'appelle le cannibalisme. Et comme dirait un vieil ami, c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Bref, donc les omnivores mangent environ 33% du total de leurs calories par jour sous forme d'aliments ultra transformés. Maintenant que je vous ai bien assommé avec tous ces chiffres, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, une alimentation riche en aliments ultra transformés augmente le risque de maladies chroniques comme le diabète, augmente aussi le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de dépression. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire une alimentation riche en aliments ultra transformés? Eh bien ça veut dire que sur le total de calories qu'on va manger dans la journée, les aliments ultra transformés ne doivent pas apporter plus de 15% de l'énergie. En gros, si on reprend toujours cette petite personne qui mange 2000 calories par jour, elle ne devrait pas manger plus de 300 calories par jour d'aliments ultra transformés pour garantir sa bonne santé. Ah oui, c'est chaud, oui, ouais, je suis d'accord, c'est chaud. Bon, ceci étant dit, il y a eu une étude de menée avec plus de 250 000 personnes âgées de plus de 45 ans et qui aurait montré que peu importe si t'es végétarien ou pas, t'as les mêmes chances de mourir. Et pareil, cette étude aurait montré qu'il y a le même taux de mortalité pour un végétarien strict et un semi-végétarien qui va manger de la viande de temps en temps. À côté de ça, plusieurs autres études ont quant à elles démontré qu'il pouvait y avoir une diminution de l'incidence de maladies cardiovasculaires, d'accidents coronariens, voire même une diminution de l'incidence de cancer chez les personnes végétariennes comparée aux personnes omnivores.
Ceci dit, cette étude ne permet pas de savoir si les personnes végétariennes ou omnivores ont mangé des aliments ultra transformés durant l'étude, ce qui peut fausser un petit peu les résultats ou du moins l'interprétation. Végétarien, végétalien ou omnivore, le soja est retrouvé dans beaucoup d'assiettes et surtout de manière très quotidienne. La consommation a augmenté de 49% entre 2014 et 2017 et les personnes flexitariennes, donc qui mangent de temps en temps un petit peu de viande ou un petit peu de poisson, disent même vouloir augmenter encore leur consommation. Parce que le soja, on le retrouve partout, c'est le substitut idéal. Lait de soja, steak de soja, tofu, graines de soja, 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 soja. Mais il y a peut-être un risque à manger trop de soja. Bah oui, voyons, sinon je vous en parlerai pas. Bon, en fait, c'est pas vraiment le soja en lui-même qui peut poser problème, mais plutôt les isoflavones qu'il contient. Qu'est-ce que c'est que les isoflavones? Ne bougez pas, je vous explique. Les isoflavones, ce sont des hormones qui font partie des œstrogènes. Vous savez, les petites hormones qui déclenchent les règles chez les filles. Bon, les garçons, ils ont aussi des œstrogènes, mais ils n'ont pas les règles. Du coup, les isoflavones, elles peuvent interagir avec les hormones de notre organisme. Ce sont les fameux perturbateurs endocriniens qu'on voit partout mais qu'on sait pas trop ce que c'est. Alors, en quoi c'est mauvais? Eh ben, même si Sojasun peut nous sortir qu'elles ont un effet bénéfique sur la santé en diminuant le taux de cholestérol sanguin, une étude canadienne a quand même prouvé le contraire. Les scientifiques ont regroupé pas mal de personnes qui avaient un petit peu de cholestérol, mais pas suffisamment pour avoir un traitement contre ça. Ils les ont répartis en 3 groupes aléatoires et ils leur ont fait manger 2 muffins spéciaux par jour. Un premier groupe mangeait 2 muffins avec des protéines de soja. Le deuxième groupe mangeait 2 muffins avec des protéines de blé. Et enfin, on avait un dernier groupe dit groupe contrôle qui mangeait un muffin avec des protéines de soja et un muffin avec des protéines de blé. Et bien à la fin de cette étude, après un contrôle rigoureux et après des bilans sanguins, aucun des 3 groupes n'avait d'amélioration au niveau de leur taux de cholestérol sanguin. Bon, après c'est sûr que Sojasun, ils vont pas nous dire bon, le soja, mollo sur la consommation, hein, les isoflavones c'est pas top, puis en plus ça joue pas trop sur votre cholestérol. Hein. Oui, sinon il y a longtemps qu'ils auraient fait faillite les gars. Hein. Enfin, il y a eu une autre étude menée pour le coup à Seattle qui a réussi à montrer un lien entre le fait de manger beaucoup d'isoflavones de soja et le risque de développement de maladie de Kawasaki chez les enfants. La maladie de Kawasaki, rapidement, c'est une maladie inflammatoire des vaisseaux qui peut devenir problématique au niveau du cœur, tout ça, enfin, c'est une maladie pas cool. Pour limiter un petit peu tous ces risques, l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, recommande de ne pas dépasser 1 mg d'isoflavone par kilogramme de poids corporel par jour. En gros, si vous êtes une personne qui pèse 70 kg, le but c'est de pas de manger plus de 70 mg d'isoflavone par jour. En sachant que, à titre d'exemple, le yaourt végétal nature d'Alpro couvrirait déjà à lui seul 75% des apports recommandés. Donc au final, pour clarifier un petit peu tout ça, on peut se dire que les recommandations équivalent à la consommation d'un seul produit contenant du soja par jour pour un adulte. En plus, petit warning, il existe beaucoup de soja caché. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas être mis en avant sur le packaging du produit, ça ne va pas être genre galette de soja, mais on va le retrouver quand même dans la liste des ingrédients et généralement en quantité non négligeable. Ces modes d'alimentation, donc l'alimentation végé, peut être bénéfique pour la santé si on limite d'une part la consommation d'aliments ultra transformés et la consommation de soja. Alors ça peut être bénéfique à condition de savoir l'équilibrer et de limiter les carences. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais il existe un risque de carence en protéines, en fer, en iode, en zinc, en calcium, en vitamine D, en vitamine B12. Ah oui quand même. Les végétaliens sont évidemment les personnes les plus à risque de carence, notamment en zinc et en vitamine B12, parce que ces deux-là, ils ne se retrouvent que dans les produits d'origine animale. Du coup, une supplémentation est fortement envisageable, voire nécessaire, mais ça, faut voir avec votre médecin, qui fera des petits bilans, tout ça, puis qui pourra vous le prescrire. Pour limiter un petit peu les carences en protéines chez les végétaliens, on va miser sur les légumineuses et les fruits oléagineux. Chez les végétariens, il y a quand même beaucoup moins de risques, déjà avec ceux qui mangent du poisson, et puis après dans les œufs, les produits laitiers, il y a quand même un apport en protéines non négligeable. Ensuite, pour le faire, on peut lire sur le site de Femmes Actuelles. Selon certaines études, le fer non héminique, donc celui qui est apporté par les végétaux, serait même meilleur pour la santé que le fer héminique, apporté par la viande. Puisqu'il n'entraînerait pas la formation de radicaux libres, potentiellement cancérogènes, que du bon. Oui donc sauf que,
Ce qu'il ne précise pas, c'est que le fer non héminique, donc celui apporté par les végétaux, est 7 fois moins bien absorbé par le corps. Pour faciliter un petit peu l'absorption, on peut utiliser la vitamine C. Donc par exemple, à la fin d'un repas, on va manger un fruit comme la goyave ou le kiwi. Fake news, l'orange c'est pas du tout le fruit le plus riche en vitamine C. Mais alors, pas du tout. Et pour les aliments riches en fer, et bien comme d'habitude, on va en retrouver dans les légumineuses, lentilles, flageolets, pois chiches et compagnie, mais aussi dans le quinoa, les algues comme notamment les algues nori ou wakame, les algues qu'on utilise pour les sushis, et puis après la farine de pois chiches par exemple aussi, mais qui est une légumineuse à la base, donc ça paraît plutôt logique. Concernant l'iode, une fois de plus, chez les pesco-végétariens, donc ceux qui mangent du poisson, la carence est plus rare. Mais chez les végétaliens, le risque de carence est quand même plus important. L'iode, on va en retrouver en quantité assez intéressante une fois de plus dans les algues, comme les algues nori ou wakame comme tout à l'heure. Après dans certains autres aliments, mais l'utilisation de sel iodé peut être intéressante pour couvrir plus largement les apports. Enfin, pour le risque de carence en calcium et en vitamine D, toujours pareil, chez les végétariens qui vont manger des produits laitiers, le risque de carence est assez rare, à condition de ne pas consommer de laitage 0%. Eh oui, parce que la vitamine D est une vitamine dite liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est liée aux lipides, aux matières grasses. Donc si on prend du 0%, il n'y a pas de gras, et le gras, c'est la vie. Le calcium est quant à lui retrouvé dans beaucoup d'aliments, notamment aussi les légumes verts, dans beaucoup d'eau, notamment comme la vitelle, les parts, etc. Les céréales complètes, les fruits oléagineux, donc pas trop de risque de carence quand même si on équilibre bien son alimentation. Au final, une alimentation végétarienne bien maîtrisée, c'est-à-dire quand on connaît les bases de l'équilibre alimentaire, quand on choisit des produits de bonne qualité, quand on limite aussi la consommation d'aliments ultra transformés, bon, même si on sait qu'un petit bon bec ou une part de pizza surgelée, même si c'est ultra transformé, ça passe bien quand même, ça peut être bénéfique sur la santé en réduisant le risque de certaines maladies. Néanmoins, c'est quand même important d'être suivi, de bien savoir ce qu'on fait et de se supplémenter si c'est nécessaire. L'alimentation végétalienne est quand même par contre elle plus à risque de développer des carences et un suivi régulier par un médecin, par un professionnel de la santé, ça peut quand même être intéressant. Mais oui, je sais, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo, je sais, le temps passe trop vite. Si vous avez appris des petits trucs, et pour être sûr que ce soit le cas, sachez que Napoléon était hélurophobe. Bah il avait peur des chats quoi. Des chats. Il était hélurophobe. Je vous invite donc à marteler le petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou pour me dire ce que vous avez mangé hier soir, pourquoi pas, c'est vous qui voyez. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, mais abonnez-vous chers amis, abonnez-vous en prenant soin d'activer la petite cloche qui va pouvoir vous alerter à la sortie de la prochaine vidéo. Allez, ciao!